Je suis Fabrice Ville et je suis sous les feux des projecteurs. Euh, euh, je- j'ai beaucoup de difficultés à me définir, en fait. Euh, je dirais que qui est Fabrice Ville? Euh, Ça commence bien, hein? J'essaierai de le définir, puis en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est certains, certains traits qui sont identitaires. Donc, le fait que je suis un homme noir qui est né au Québec, à Montréal, qui est francophone, qui suis d'origine haïtienne, euh, qui a eu beaucoup de chance dans la vie, ou en fait, je dirais de la chance ou beaucoup de privilèges dans la vie d'avoir une famille qui était très soutenante, ce qui m'a aidé en fait à me réaliser en date d'aujourd'hui. Donc j'en dois beaucoup à mes parents qui sont arrivés d'ici d'Haïti puis qui ont vraiment fait beaucoup de choix pour que mes frères et moi on puisse s'épanouir. Euh, je dirais aussi que je suis une personne qui a navigué dans différents environnements dans ma vie qui ont permis de m'informer aussi sur qui je suis, qui sont les gens qui m'entourent, euh, sur la société, la vie en général. Donc, il y a vraiment, en fait, je, il y a vraiment quelque chose dans ouais, un parcours de vie qui touche à tellement d'horizons ou d'univers différents. Je pense que ça m'a mené à être curieux, à réfléchir beaucoup à ce qui m'entoure. C'est drôle, puis je me rends compte en disant ça que j'ai rien dit de ce que je fais professionnellement. C'est très drôle. Ben, je peux parler de ça aussi, hein, parce que la vie inclut ces éléments-là, mais je suis avocat de formation, donc j'ai été avocat pratiquant pendant quelques années, pendant 5 ans et demi. J'ai fondé une organisation qui s'appelle Pour 3 points, qui forme des coachs de sport de manière à ce que ces coachs-là jouent un rôle de mentor auprès des jeunes, particulièrement en milieu défavorisé. Donc, Pour 3 points, coach des coachs. Euh, je suis également, donc je joue un peu un rôle de chroniqueur aussi, dans le sens que je prends parole dans les médias, écrits, radio, télé. Je fais des conférences aussi, beaucoup de formations en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que le contexte de Pour 3 points se situe au croisement de plusieurs choses qui m'interpellent. Le coaching, donc j'ai aussi un parcours de coach qui soutient en fait le développement humain. Donc, je milite pour un ensemble de types en fait, d'enjeux qui m'interpellent. Euh, il y a peut-être d'autres choses, mais je fais beaucoup de choses qui sont au croisement de l'humain, qui sont au croisement d'un intérêt pour l'humain au plan individuel, dans sa collectivité, sur la planète. J'ai l'impression que ce matin, j'ai dit beaucoup de choses qui sont peut-être pas ésotériques, mais euh, peut-être pas très cadrées, mais c'est là où j'en suis. Je fais un ensemble de choses qui sont au croisement d'un intérêt vraiment profond pour l'humain. Ouais. Cette transition-là que j'ai faite, qui est passée de pratiquer le droit comme avocat à m'investir à temps plein dans Pour 3 points, puis bon, Pour 3 points qui coach des coachs, pour moi, ça a été une découverte un peu plus intime de qui je suis, tout simplement. Une connexion avec certaines valeurs que j'ai, des valeurs d'équité, de justice, une connexion avec ce qui me fait le plus plaisir aussi. Donc, être
un agent d'éducation, de me faire plaisir justement être dans le milieu sportif parce que c'est vraiment, j'ai été coach de sport pendant tellement longtemps que de me retrouver dans le contexte de Pour 3 points où le contexte dans lequel on est, c'est le sport. Ça a beaucoup fait partie de ce choix-là. D'être proche de la jeunesse aussi. Donc finalement, il y a un aspect en fait dans ce que je fais qui est le soutien à la jeunesse que je ne retrouvais pas. C'est tous des ingrédients que je retrouvais peu dans le contexte de la pratique du droit. Puis l'histoire que je raconte souvent, c'est le fait que j'ai grandi dans un environnement où j'ai tellement vu des amis d'enfance qui étaient proches de moi, avec qui je m'amusais énormément, avec qui je faisais du sport, on riait, on s'amusait beaucoup, qui n'étaient pas moins intelligemment que moi, qui n'étaient pas plus non plus. Et le facteur distinctif, c'était souvent les inégalités auxquelles ces amis-là étaient confrontés. De les revoir alors que j'étais avocat pratiquant, souvent dans le centre-ville de Montréal, au palais de justice, puis il y avait le pattern, souvent même des hommes noirs, c'est souvent le même pattern qui aimait le sport, puis qui n'avait pas de diplôme d'études secondaires, qui vivait de la criminalité par moments, ça arrivait de façon récurrente. Puis, dans le contexte de la pratique du droit que moi j'exerçais, je faisais très peu pour répondre à ce que je voyais qui était très présent pour moi. Donc, quand je parle de la transition que j'ai faite, pour 3 points, ça a été quelque chose qui m'a permis de reconnecter avec justement mon souci d'égalité des chances, d'équité, l'éducation, la jeunesse, la formation d'autres, la pédagogie, c'est des choses qui m'ont toujours interpellé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas quitté la pratique du droit pour me consacrer à Pour 3 points, en fait pour fonder Pour 3 points. J'ai fondé Pour 3 points avant de quitter la pratique du droit, puis moi j'étais au croisement des deux. Et je suis tombé en crise existentielle littéralement de 2011 à 2013. Je n'étais pas très bien parce qu'il y avait une tension en moi entre le fait de pratiquer le droit, qui était un emploi stable, un emploi qui était valorisé, puis de me lancer dans quelque chose qui était un peu inconnu. Ça n'a pas été facile, mais j'en suis venu à me dire à un moment donné, à connecter à ce qui était vrai pour moi, puis faire le choix de me consacrer à Pour 3 points. C'est drôle parce que le mot basket d'abord veut dire panier. Après, je me suis demandé, est-ce que panier veut dire quelque chose de plus? Pas particulièrement. Pour moi, le basket, ce que ça évoque, c'est toute la sphère de plaisir que j'ai vécue dès l'âge de 8-9 ans, quand j'étais en 4e année primaire. Un espace de découverte, de connexion avec les autres. Je me souviens que ce soit le basket dans la cour de récréation, dans les parcs auxquels j'ai joué, ou encore le basket en sport en contexte compétitif. Il y a quelque chose de vraiment riche dans où est-ce que j'ai eu des apprentissages que j'ai jamais fait à l'école. Donc, puis plus largement, il y a le basket, il y a le sport plus largement, parce que j'ai fait du soccer aussi. Ça a été le lieu où mon premier lieu où j'étais pédagogue, ça a été en basketball quand j'ai été coach. Donc, il y a beaucoup de choses que je vis aujourd'hui que j'ai apprises quand j'étais sur les courts de basketball. Pour moi, basket évoque aussi une partie culturelle. Il y a quelque chose de culturel dans le basket. Il y a quelque chose de ce que ça évoque quand je pense aux athlètes comme Michael Jordan, qui était un de mes idoles. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Puis quand je vois comment le basket parle, en fait, à la culture hip-hop. Donc, il y a quelque chose qui pour moi, est en lien avec aussi la musique. Quand je pense à basket, je pense à la musique, je pense à la manière dont je m'habillais quand j'étais plus jeune. Donc, il y a vraiment beaucoup d'expériences de vie très riches quand je pense au basket. Mais je reviendrai, puis je le nommerai, c'est qu'il y a le basket, puis à la fin de la journée, il y a vraiment le contexte du sport, puis ce qu'un coach peut faire dans le contexte de sport. Donc, il y a plusieurs ingrédients qui me viennent à l'esprit quand je pense au mot basket.
En fait, c'est drôle parce que d'abord, je suis en train d'essayer de me rappeler parce que je me souviens que l'anorexie s'oppose à la boulimie. Puis, ou je sais pas, ben, j'essaie de me rappeler parce que je veux répondre à ta question. Et la boulimie, il faudrait juste que je me la définisse pour moi-même avant de... Ce serait que je travaille trop. Hmm. Euh, je résisterais à l'idée que je suis un boulimique de travail. Euh, parce que si on prend boulimique de travail au sens de le travail comme étant, dans ce contexte-ci, une charge. Il y a beaucoup de choses que je fais que je ne vois pas comme une charge, en fait. Euh, on est dans des sociétés où on oppose l'épanouissement, on oppose souvent le travail, on oppose souvent l'épanouissement, le plaisir, la famille, la vie au travail, qui est quelque chose qui était peut-être plus suffocant. Et si on prend, c'est intéressant, je vais dire plusieurs choses par rapport à ça. La plupart des choses que je fais s'intègrent assez naturellement dans des choses qui m'interpellent. Donc, il y a comme un... Je travaille beaucoup, mais je me sens souvent dans un flow quand je travaille. Je me sens moi-même. Il y a pas d'opposition nécessairement entre la personne qui est en congé et la personne qui est au travail. Donc, je résisterais dans un contexte comme celui-là, je dirais que je suis boulimique de travail, oui. Et à l'inverse, si on parle de boulimique de travail comme quelqu'un qui travaille trop au sens de la personne qui se retrouve dans des espaces un peu suffocants, je résisterai à cette définition-là. Parce que je pense que continuellement, je me libère de ce qui ne me convient plus, puis je fais des choses qui finissent par me convenir. Donc, ouais, c'est ce que je nommerais. C'est ce que je nommerais. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit dans ce que tu dis, puis j'essaie de trouver les éléments qui sont le plus pertinents. Là, mon cerveau va dans différentes directions. Euh, je vais commencer par le plus simple. Je, je, je considère qu'en ce moment, euh, je suis trop occupé pour qu'est-ce que je souhaite. Et donc, en ce moment même, je suis très parcimonieux de qu'est-ce que je choisis comme présence dans l'espace médiatique, que ce soit les espaces de médias traditionnels et les réseaux sociaux, parce que j'ai vraiment un besoin de me ressourcer puis de me retrouver dans certains élans qui m'interpellent d'abord et avant tout, et pas nécessairement répondre à des demandes qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est une des choses. Mais c'est la chose la plus simple, en fait, que j'aurais à répondre par rapport à ça. Parce que euh, quand on parle de surexposition médiatique, je pense que c'est important de le contextualiser. Euh, l'espace médiatique traditionnel est un espace où la présence des personnes des communautés noires est vraiment anémique, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Puis il s'est trouvé que ça fait depuis maintenant 2016 que je chronique, d'abord dans Le Devoir, ensuite à la presse, puis il y a eu d'autres présences télé. Et je parle d'un ensemble de sujets, mais entre autres les enjeux de racisme et de discrimination, des sujets dont personne ne voulait entendre parler à une certaine époque, mais en fait, on peut parler, il y a même 1 an ou 2 ans, personne ne voulait entendre parler. Et à ces moments-là, je ne pense pas que les gens auraient parlé de surexposition médiatique. Ce qui est arrivé, par contre,
c'est qu'on se retrouve en ce moment dans une période absolument exceptionnelle où on a premièrement une pandémie, deuxièmement un intérêt par rapport aux enjeux liés au racisme qu'on n'aurait jamais pensé voir arriver. Moi, j'aurais jamais pensé de ma vie qu'on serait exactement là en termes d'intérêt collectif. C'est triste et heureux comme qu'est-ce qu'on vit présentement, de constater qu'on a... C'est même étonnant, en fait, de voir qu'on se retrouve dans une période de société où la mort d'un homme noir aux États-Unis au mois de mai dernier, c'est à la fin mai, génère un intérêt mondial comme on ne l'a jamais connu. Ce qui est arrivé au Québec, de ma perception, c'est que on est passé de « on veut rien savoir de ces enjeux-là » à « on veut tout savoir de ces enjeux-là » ou on dit qu'on veut tout savoir de ces enjeux-là. Et il y a à ce moment-là très peu de personnes qui sont déjà dans l'espace médiatique pour y répondre. Donc, il y a un tourbillon dans l'espace médiatique qui fait en sorte que des personnes comme moi et d'autres, mais j'honorais la présence, que j'ai eu une présence quand même prépondérante, ont été pris dans un tourbillon de répondre en fait à une demande. En fait, c'est presque rendu en fait comme une marché qui dit, ben, on veut entendre ce sujet-là. Là où je pense que je serais prudent aussi à utiliser le sujet de surexposition, c'est à quoi est-ce qu'on compare la surexposition? Parce que quand on compare cette surexposition-là par le peu de présence des gens, des communautés noires dans la télévision, oui, je suis surexposé. Par contre, est-ce que je suis animateur télé? Non. Est-ce que je suis producteur télé? Non. Est-ce que je suis journaliste régulier? Non plus. Est-ce que Alors, comparativement à les morning people à la radio, comparativement aux gens qu'on entend tous les jours et chaque semaine, je ne suis pas surexposé. Les gens me comparent à la présence inexistante des communautés noires. Et je terminerai en disant que l'élément que je trouve qui est délicat là-dedans, c'est le temps qu'on se donne pour analyser la surexposition aussi. Parce que si on analyse la surexposition dans un tourbillon de quelques mois, c'est sûr et certain c'est comme un peu la saveur du moment. Mais regardons aussi sur une analyse de plusieurs années. Moi, ce que je dirais, c'est comment ça se fait que, à travers les années, il y ait aussi peu de personnes comme moi dans les médias et qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors, je pense que c'est là où je placerais, en termes de contexte et en termes de temps qu'on se donne pour analyser une situation, ma présence dans l'espace médiatique. Moi, je penserais à la question, c'est quand est-ce qu'il va y avoir des personnes, des communautés noires qui vont avoir leur show télé pour parler des enjeux qui nous concernent? On n'en a pas plus en date d'aujourd'hui. Et ça, je pense que autant que je reconnais ma place prépondérante et des fois surexposée en date d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait contextualiser puis élargir un peu la réflexion qu'on a sur le sujet. Une des choses aussi qui m'interpelle et auxquelles j'ai beaucoup réfléchi dans les derniers mois, pas uniquement seul, mais en étant en conversation avec d'autres, c'est aussi la place qu'un homme noir peut occuper et qui peut aussi taire certaines voix de par sa présence ou invisibiliser certaines voix. Je pense que les communautés noires ne sont pas multiples. Je pense que les communautés noires ne sont pas monolithiques. Et moi, j'ai beaucoup eu à réfléchir à comment la place que j'occupe peut prendre un espace qui, par moment, fait en sorte qu'on ne va pas nécessairement écouter certaines voix, entre autres les voix des femmes noires. Et puis là, on peut aller aux voix des femmes noires homosexuelles, les voix des femmes noires trans. Je parle de ça parce que ces déclinaisons-là sont en lien avec des réalités qu'on voit très peu à l'écran. Puis ça, il y a deux choses qui m'interpellent par rapport à ça. C'est d'en parler comme je le fais présentement, de prendre les occasions que j'ai pour inviter à ce qu'on mette la lumière sur certaines réalités qui sont peu vues, et finalement, de par mes propres plateformes dont je suis responsable, d'inviter d'autres personnes qui sont peu vues dans les médias, entre autres à travers mon podcast ou autrement. Donc, je pense que c'est aussi d'utiliser mes propres privilèges là-dedans, puis d'être capable aussi de tenir un équilibre entre ma présence et de voir comment je peux soutenir la présence d'autres, parce que finalement, je participe à un système aussi, je ne peux pas juste m'en dédouaner. Donc ça, c'est ce que je mentionnerais. Où est-ce que je vais? Ce qui m'interpelle aujourd'hui,
ce qui m'interpelle aujourd'hui de manière vraiment profonde, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est d'inviter à être vraiment curieux de ce que veut dire la pensée systémique. Je suis en train de réfléchir beaucoup à cette question-là, je suis en train d'écrire là-dessus. Je ne m'oriente pas dans un projet en particulier qui est un projet de carrière en particulier, mais il y a quelque chose qui m'interpelle à ce qu'on soit capable, comme collectivité, de voir les enjeux de manière systémique. On parle beaucoup on veut dire le mot en S, systémique, puis finalement, personne, ou très peu de personnes dans l'espace public, prennent la peine d'essayer de définir ce que veut dire, c'est quoi un système finalement. Donc, dans les débats qui sont des débats qui sont très, très confrontants présentement, je pense qu'il y a une contribution là qui peut être offerte. C'est-à-dire, c'est quoi un système? C'est quoi? Puis une définition simple que moi j'aurais, c'est le fonctionnement des choses dans un périmètre donné. Mais c'est éminemment complexe de dire ça parce que c'est pas juste les lois, c'est pas juste les politiques publiques qui sont présentes, c'est nos valeurs, ce sont nos croyances, ce sont nos comportements au quotidien. Chaque personne influence un système. Mais où est-ce que c'est expliqué ces choses-là? Où est-ce que c'est expliqué aux jeunes? Où est-ce que c'est expliqué aux moins jeunes? Qu'est-ce qu'un système? Et j'ai le goût de contribuer à ça. J'ai le goût de réfléchir pour moi, puis j'ai le goût de contribuer à ça. Et le filon derrière, c'est un filon de pédagogie. Il y a quelque chose qui est ancré en moi de soutenir une compréhension de certains phénomènes, parce que si on comprend mieux les phénomènes, on peut prendre action. J'ai pas de volonté, j'ai pas de volonté de cacher ce qui relève de ma vie privée. Je pense que je dévoile qu'est-ce qui relève de ma vie privée quand il y a un lien avec un propos particulier que j'essaie d'avancer. Parce qu'autrement, je me cache pas du fait que si je vais dans certains éléments de ma vie privée, je vis seul. Quand je parle de ma vie, ouais, je fais vraiment des liens avec ma vie privée quand je trouve que ce que j'ai à dire est en lien avec un propos que je veux avancer. Donc, mes origines font partie, dans une certaine mesure, de ma vie privée, mais euh, c'est drôle, je pense, je parle pas de ma vie privée quand j'ai pas l'impression que ma vie privée a une pertinence. Par contre, je parle beaucoup de ma vie privée au quotidien. Si on cherche à mon sujet, on va savoir justement, on peut en savoir sur mes frères, on peut en savoir sur mes parents, sur ma famille, mais j'ai pas une motivation à partager ma vie privée pour partager ma vie privée. Hmm. Sac passé pour moi contribue à une curiosité par rapport à la pensée systémique. Vraiment, parce que il n'y a pas plus... Quand même très simple comme question, sac passé, c'est qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Qu'est-ce qui se passait? Hein? Puis qu'est-ce qui va se passer? Puis de se poser ces questions-là, pour moi, c'est vraiment fondamental. Il y a quelque chose dans les conversations que j'ai entretenues, que je souhaite entretenir avec les différents invités, que si on écoute qu'est-ce qu'ils ont à dire, c'est éminemment de la pensée systémique parce que ils parlent de eux autres, qu'est-ce qui les habite, comment ils projettent aussi sur la société, leur contribution à la société, leur regard sur la société.
Donc, il y a une combinaison, justement, de l'intime et de comment l'intime se projette. Parce que si on arrive à parler d'un système comme étant juste le système de santé, sans parler des histoires des gens qui vivent à travers le système de santé, par exemple, ou dans le contexte de sa passion, on parle beaucoup du système scolaire, à travers des histoires vécues des gens qui ont navigué à travers le système scolaire. Si on ne fait pas cet exercice-là, on n'arrive pas à comprendre le système dans lequel on opère. Et pour moi, Sac Passé, c'est vraiment une manière simple, accessible, d'aller en profondeur et en complexité. Et c'est vraiment un plaisir de découvrir certaines personnes à travers ces parcours-là. Des personnes comme Impos, des personnes comme Rito Joseph, des personnes comme Boshra Manaï, des personnes comme Safia Nolin. On les voit souvent un peu en performance, en fait. Mais de dire, OK, mais ayons quelque chose d'intime et parlons en profondeur de qu'est-ce que tu vis, puis comment ça se traduit en société. Pour moi, ça contribue, encore une fois, à une forme d'éducation pour nous, comme collectivité. C'est en cohérence avec ce à quoi je veux contribuer, de, de, de honorer pleinement, ça veut dire quoi être un humain seul et avec les autres. Ça passé, c'est essentiellement ça, selon moi.